Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. L'invasion de l'Ukraine par la Russie occupe une grande partie de l'actualité ces jours-ci. Et ce soir, j'ai le privilège et le plaisir de m'entretenir avec Dr Julien Auger, qui est médecin de famille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Julien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, merci d'accepter parce que je comprends en faisant des recherches que tu as été très sollicité au cours des dernières semaines par les médias, donc c'est vraiment très apprécié. Je vais te prendre quelques instants pour te présenter et tu me corriges si je fais des erreurs. Donc, tu es âgé de 35 ans. Tu es diplômé en médecine de l'Université de Montréal en 2010. Tu as complété une résidence en médecine familiale à l'Université de Sherbrooke en 2012. Et depuis 2012, tu pratiques à l'hôpital de Saint-Jérôme. Tu as fait de l'urgence en début de carrière jusqu'en 2018. Tu as également fait de l'hospitalisation depuis 2012. Tu es impliqué au niveau des soins palliatifs depuis 2016. Tu es également impliqué dans l'aide médicale à mourir. Et tu as également fait de la recherche au niveau des plasmas des patients convalescents de la COVID. Et tu es également membre du groupe interdisciplinaire de soutien au sujet de l'aide médicale à mourir dans les Laurentides, également impliqué dans l'enseignement de l'éthique de l'aide médicale à mourir à l'Université de Montréal depuis 2021. Donc, ça semble être un volet important de ta pratique. Oui, effectivement. Depuis que je fais des soins palliatifs, avec le temps, l'aide médicale à mourir, ça a pris de plus en plus de place. Là, au début, c'était par manque de médecins pour en faire. Dans le fond, le DSP de l'hôpital m'a appelé. Moi, j'avais jamais fait ça. Puis il y a un cas qu'il ne trouvait pas personne. OK. Finalement, j'ai accepté de faire cette aide médicale à mourir-là parce que ça faisait longtemps que je me disais j'en ferais si jamais l'occasion se présentait. Puis finalement, depuis ce temps-là, vu que je dis tout le temps oui, ou presque, il me sollicite tout le temps pour ça. Puis c'est devenu vraiment une partie de ma pratique que je trouve vraiment intéressante. En fait, là, c'est difficile émotionnellement, c'est difficile que notre pratique habituelle, mais c'est plus riche, je trouve, niveau humain. C'est vraiment des gens qui vont mourir, parler des vraies choses, de la vie, de la mort, avec la famille, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu as suivi activement, disons, les travaux là, de la commission là, sur l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie qui s'est déroulée au cours des derniers mois, là, en fait, qui a déposé son rapport à l'automne? Oui, c'est ça. Moi, je suis tout le temps de près, là. Puis au groupe interdisciplinaire de soutien aussi, il y a une avocate, il y a aussi notre chef qui a une formation en droit, il y a nos travailleurs sociaux. Puis on se tient toujours bien au courant de la loi parce que ça change. Ça a changé quand même assez souvent depuis que ça a commencé. OK. Et, par exemple, mettons, la fin de vie, c'est plus un critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Faut être au courant parce que si on n'est pas au courant des changements, ça se peut qu'on fasse des choses, soit qu'on dise des mauvaises informations aux gens, qu'on leur dise qu'ils sont pas éligibles, finalement maintenant ça peut être éligible, des choses comme ça, ou qu'on fasse des aides médicales à mourir si on se trompe, c'est plus lourd de conséquences. Ça. Fait que on se tient bien au courant des changements de loi, de ce qui se passe, des développements aussi qui s'en viennent, qui sont annoncés. OK. Tu es également marié, père de 2 enfants de 3 et 5 ans. Donc, je te demanderais d'abord d'emblée, là, quand tu as décidé de partir pour aller prêter main forte là, donc, aux réfugiés ukrainiens en Pologne, la réaction de ta conjointe. Oui, c'est ça. Moi, je lui ai demandé en premier, là, avant de demander à n'importe qui d'autre, à mes collègues de me remplacer, tout ça, j'ai demandé à ma conjointe si elle me laisserait partir. J'avais déjà un petit peu commencé à explorer ça. Quand le conflit commençait, j'ai demandé un peu
le conflit, au début, on ne savait pas si ça allait prendre l'ampleur en Europe, ça allait devenir un conflit mondial. Je sais pas, tout, il avait dit ça devient un plus gros conflit, est-ce que tu me laisserais partir? Puis elle dit oui, fait que moi je savais qu'il y avait une ouverture. Mais après ça, plus le temps passait, plus je voyais que là, dans le fond, il y avait un besoin, là, il y avait une grosse crise humanitaire à la frontière des réfugiés là, qui sauvait l'Ukraine. Puis je pensais peut-être à un moment aussi rentrer en Ukraine pour aller dans les hôpitaux civils. Au début, c'était ça mon plan quand j'ai commencé à faire mes démarches pour y aller. Puis moi, j'ai demandé en premier là, savoir si elle me laisserait, puis elle voyait bien que ça me préoccupait beaucoup là, que ce qui se passait là-bas, puis que j'avais vraiment le goût là, d'aller aider. Fait qu'elle elle sentait qu'elle pouvait pas vraiment elle avait pas de bonne raison de me dire non, là, même si ça demandait quand même un gros sacrifice pour elle. Elle a resté à la maison avec les 2 enfants, elle a travaillé quand même à temps plein, puis c'est sûr que là, pendant que je suis parti, ben elle peut être inquiète là, de savoir ce qui se passe avec moi, tout ça. Fait que Mais disons, elle a fait un sacrifice, elle aussi, j'imagine. Oui. Puis la réflexion que tu avais, là, ça a débuté parce que l'invasion a eu lieu le 24 février. Toi, tu étais en réflexion là-dessus depuis quelques semaines avant ou ça s'est un peu, comment dire, ça a été comme une décision rapide ou Ben, réponse avant, impulsive, là, mais personne tout le monde savait. qui s'est prise rapidement. Le 24 février, quand ça a commencé, tout le monde était pas mal sorti. On voyait ça se dessinait. Tu sais, si on se souvient, au début, là, c'était la Russie qui avait donné des ultimatums à l'Ukraine, qui était en train d'encercler aussi avec ses troupes là, toute la frontière ukrainienne du côté russe et du côté de Bélarus. Mais personne ne savait qu'est-ce qui allait arriver. Le monde pensait que c'était du bluff ou juste une façon d'aller négocier autre chose. Puis moi, j'étais préoccupé là, par ça. J'espérais que ça ne devienne pas une guerre en Ukraine, mais je me disais, il y a tellement mis de monde sur le bord de la frontière que puis ça a tellement duré longtemps qu'on dirait qu'il y avait un plan pour le faire. Puis les États-Unis, même eux autres, qui avaient leur information, puis ils disaient tout haut, là, dans leur conférence de presse, eux autres, il y avait l'information que la Russie préparait une attaque, que ça allait avoir lieu. Fait que là, plus ça allait, plus c'était préoccupant. Puis moi, j'ai suivi ça un peu de près, mais un peu comme tout le monde, là, dans les médias, tout ça. Puis après ça, il y a eu une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU le 24 février. Moi, j'ai décidé de l'écouter là, live. Là, tu peux l'écouter sur le site de l'ONU. Et là, tu avais cette réunion-là, c'était très impressionnant. Tu avais les diplomates qui essayaient de trouver une solution au conflit. C'était rendu imminent là, que ça allait commencer. Les diplomates, c'était vraiment comme un peu... tu sentais un peu le sentiment d'urgence là, d'essayer de régler ça, puis de montrer à la Russie aussi que les autres pays approuvaient vraiment, vraiment pas. Et pendant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'attaque, elle a commencé. Fait qu'à la fin de la réunion, le monde était sur leur cellulaire, les diplomates, puis tout le monde se rendait compte que l'attaque était en train de commencer, peu importe ce que les autres étaient en train de dire pendant la réunion. Fait que ça a été quelque chose, ça. Moi, j'ai suivi ça, puis là, il était rendu à peu près 11 heures le soir, puis j'en revenais pas que comment ça, de cette façon-là, pendant une réunion de l'ONU, comme si le processus avait aucune valeur, là. J'en revenais pas, en fait. Puis là c'était directement des bombardements sur Kiev. Là, on a suivi ça en direct dans les médias. Fait que moi, c'était un peu à ce moment-là que j'étais vraiment ébranlé, j'étais vraiment troublé. Puis je trouvais ça tellement pas juste pour l'Ukraine. Il avait vraiment essayé de trouver une solution pacifique. Il n'avait rien demandé à personne. Il n'avait pas provoqué personne. Puis il se faisait attaquer comme ça, vraiment une invasion. Fait que dès le début, on dirait que juste d'avoir vu ça en direct, là, puis la façon que ça s'était déroulé, on dirait que j'étais déjà un peu personnellement là, j'étais vraiment préoccupé par ça. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Et là, puis, on a vu, hein, dans le fond, après ça, tout de suite, c'était rendu les civils déjà qui copaient là-dedans. Qui copaient, ouais. Ça, moi, je trouvais que c'était complètement inacceptable. Une guerre entre militaires, c'est une chose, là. Je trouvais que c'était une guerre injuste, mais là, d'aller bombarder des civils quasiment dès le début, là, ça m'a vraiment touché beaucoup. C'est pour ça que je pense que normalement, je pars pas en aide humanitaire tout le temps. J'ai jamais fait ça, moi, mais là, on dirait vraiment, je trouvais que ça n'avait pas d'allure de regarder ça, là, ça, c'est le 24 février, là, donc
Là, Et tu que te ça s'est réveilles le décidé 20. vite, hein? Ouais. Parce que le Ben, en 4 fait, février, ça a commencé. ouais, ça se discutait un petit peu pour l'avoir suivi au début. On pensait peut-être que Poutine voulait attendre la fin des Jeux Olympiques là, pour ne pas insulter la Chine. Puis en même temps, le timing était bon avec les essais militaires en Biélorussie. Là, tu sais. Il l'annonçait. Là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. dis-moi, mais là, tu te couches le 24 au soir, puis là, le 25 au matin, tu te réveilles, puis tu dis ça y est, ou c'est comme une Ben réflexion de là, quelques jours? pas tout de suite, non. En fait, OK. là, je regardais ça, puis là, je voulais voir aussi un peu. Moi, au début, tout le monde pensait que l'Ukraine allait se faire démolir, là. Ben, démolir dans le sens vraiment qu'elle allait être obligée de capituler super rapidement. Puis, mais finalement, un peu comme tout le monde, là, je regardais l'Ukraine qui réussissait vraiment qui était vraiment déterminée à se défendre. Puis les gens étaient vraiment ralliés autour de leur chef. Leur chef réussissait à inspirer les gens vraiment, puis à l'international aussi. Là, j'étais vraiment inspiré par les Ukrainiens. Eux autres, ils sont courageux, ils restent là, ils décident là, de prendre des armes puis de se défendre, même si les chances au début, en tout cas, de l'extérieur, ça avait l'air d'être pas des bonnes chances de gagner. Ça m'a vraiment inspiré. Puis je me suis dit, eux autres, ils ont le courage de faire ça, de rester là puis de défendre leur pays. Ben, je me disais, s'ils ont besoin de mon aide juste comme médecin là-bas, on dirait que à ce moment-là, je me disais, ben, c'est la moindre des choses. Là. Moi, c'est pas aussi risqué que d'aller prendre les armes. À ce moment-là, je le voyais comme ça. Fait que je me disais, si ils ont besoin de médecins, ben, je vais, en tout cas, plus ça allait, plus j'avais le goût d'y aller. Là, juste pour dire, un peu envoyer un message aussi là, que ça passait vraiment pas. C'est pas acceptable du tout que c'est en train de se passer. OK. Puis, t'es parti quelques jours plus tard, à peu près une semaine plus Ouais, tard. une semaine après le début du conflit, j'ai pris ma décision. Puis je suis parti comme peut-être aujourd'hui, ce conflit, j'étais dans l'avion. Ouais. La réaction, tu parlais de la réaction de ta conjointe, là, qui était quand même, honnêtement, je suis impressionné parce que moi, je l'ai évoqué ici à l'interne au niveau familial, là, tu sais, puis même sûrement pas de façon aussi sérieuse que toi, puis c'était une fin de non-recevoir, là, tu sais, c'est comme tout un impact, puis les enfants, tu laissais quand même tes enfants, c'est sûr que tu t'en allais, est-ce que la décision était prise à ce moment-là d'aller seulement en Pologne ou tu te Ben, au réservais début, quand je l'ai annoncé à ma conjointe, je m'ennuyais plus pour aller en Ukraine, là, parce que OK. à ce moment-là, on essayait de savoir, puis je n'étais pas le seul à essayer de savoir si on pouvait faire quelque chose aussi. On voulait même, moi, je voulais peut-être donner de l'argent. Je cherchais vraiment les premières journées, je me disais, c'est quoi ma façon que je pourrais aider dans ce conflit-là? Je me suis dit, bon, j'ai peut-être de l'argent à donner. J'ai même j'étais sur des forums parce que il y avait l'aide qui s'organisait quand même sur des forums, les gens, les volontaires spontanés qui ont commencé à y aller. Le premier appel qu'il y a eu pour les volontaires étrangers, c'était des soldats. Dans le fond, l'Ukraine demandait les soldats avec l'expérience militaire, les vétérans des autres pays. Ils étaient invités s'ils voulaient aller rejoindre les rangs de l'Ukraine. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait. Fait que là, il y avait un groupe sur un forum sur Internet de gens qui parlaient de s'organiser pour y aller comme militaire. Il y avait aussi des gens là-dedans qui en parlaient pour aller aider au niveau médical. OK. Le premier appel que je voyais, c'était des soldats, puis il y a des gens qui n'avaient pas les moyens de se rendre là-bas, mais qui étaient des vétérans, qui voulaient y aller. Fait que moi, dans le fond, sur les forums, j'étais actif un petit peu, je parlais avec le monde, puis j'avais commandité, dans le fond, un Canadien pour y aller, pour aller se battre, parce que je me disais, bon, je savais pas à ce moment-là, ça serait quoi ma façon d'aider, mais c'est sûr que je voulais aider, au moins avec mon argent. Puis je me suis dit, si je peux aider quelqu'un à aller se battre, quasiment, c'est déjà quand même un gros geste. Puis finalement, c'est ça, fait que j'ai payé le billet au gars, puis après ça, plus les jours passaient, plus je me disais, non, finalement, moi-même, je voudrais y aller, mais comme médecin, dans le fond, je voulais pas aller nécessairement dans une zone de combat ou surtout pas aller me battre, mais je me disais, il y a eu l'appel après ça de l'Ukraine, le ministère de la Santé ukrainien, ils ont appelé les professionnels de la santé étrangers à venir dans leurs hôpitaux civils parce qu'il y avait plein de monde qui avait été obligé de fuir là, avec leur famille, là, des professionnels de la santé qui étaient partis. Il y a beaucoup de femmes, là, médecins, infirmières, tout ça. Fait que les hôpitaux, ils étaient pleins de patients, mais avec beaucoup moins de staff parce que les médecins, les infirmières, c'est des gens qui sont plus en moyen, ils ont la possibilité de s'enfuir plus facilement, mais les gens plus pauvres, eux autres, ils
ils restaient là. Fait que dans le fond, OK. ça fait des hôpitaux plus vides. C'est ça que le ministère de la Santé ukrainien a appelé les professionnels de la santé. Fait que moi, c'est pour ça, au début, que je voulais rentrer en Ukraine. C'était la seule information qu'on avait de disponible à ce moment-là du conflit, la première semaine, savoir comment on pouvait aider. C'était la seule invitation qu'on avait. C'était pas les ONG, c'était pas la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. C'était seulement le ministère de la Santé ukrainien qui appelait les étrangers. Puis je me suis dit, je vais aller dans les hôpitaux civils, faire qu'est-ce que je fais, moi, d'habitude au Québec, de l'hospice. Il y a d'autres qui avaient une grosse situation de COVID aussi avant que ça commence. Il y avait beaucoup de gens hospitalisés pour la COVID. Fait que je me suis dit, je peux aller soigner la COVID. Moi, je venais juste de la poignée, d'attraper la COVID. Ça ne me dérangeait pas du tout d'aller dans un hôpital, même si les mesures étaient moins serrées qu'au Québec. Mais sinon, ça ne me dérangeait pas de faire de l'hospice. Puis, dépendamment de l'arrangement, ça me dérangeait pas non plus d'aller dans des hôpitaux où est-ce qu'il y avait des blessés de guerre. Je me disais, s'il manque vraiment de médecins, j'ai pas énormément d'expérience en traumatologie. Là, j'en ai fait comme urgentologue, mais c'était surtout des accidents de voiture, des chutes de nos pères. Mais pour moi, par base, explosion, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais je me disais, s'ils ont vraiment besoin, s'il manque de monde, ça va être mieux moi que personne. Fait que au début, c'était pas clair. J'ai essayé d'écrire au ministère de la Santé ukrainienne, dans le fond, sur l'adresse qu'ils disaient, puis j'ai pas eu de réponse. Mais j'imagine que ça serait pas le message. Fait que j'ai décidé de pas attendre d'avoir l'information, j'ai décidé juste d'y aller par moi-même. Parce que je voyais qu'il y a des gens qui s'organisaient, qui y allaient. Puis l'information, dans le fond, en tout cas les ONG, il y avait Médecins sans frontières n'avaient pas mis à jour leur site avec une mission, Croix-Rouge non plus. Les deux, tout ce qu'il y avait, c'était ce qui avait changé depuis le début du conflit. Ils avaient fait un statement pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le conflit et tout ça, mais il n'y avait pas d'aide annoncée. Fait que je me suis dit, je vais aller voir parce qu'il y avait plein de monde ici qui se demandait aussi comment aider. Puis je me suis dit, moi, si je me présente là-bas, j'offre mon aide, je suis un médecin canadien, je me dis probablement que quelque part je pourrais aider. Puis après ça, je vais pouvoir dire au monde au Canada et au Québec comment ça marche, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment aider, tout ça. Ou s'ils n'ont pas besoin, au moins, moi, je vais être allé puis je vais pouvoir dire aux gens que finalement, il n'y a pas de besoin, des choses comme ça. OK. Mais c'est ça. C'est vraiment comme ça que je suis parti. Pas de plan, mais en même temps, j'avais pas le temps d'attendre qu'il y ait un plan plus précis. J'ai essayé d'avoir de l'information qui n'était pas disponible. Je me suis dit, faut pas que j'attende. Ça commence, ils ont besoin maintenant. Puis je suis parti. Puis la réaction de tes collègues, disons, là, mes collègues, ça a été positif comme réaction. Dans le fond, les autres, ils n'ont vraiment pas hésité à me remplacer. Moi, je fais quand même une pratique hospitalisation, soins palliatifs. Je fais de la clinique en médecine d'un jour, CHSLD. Puis ils ont vraiment, dans tous mes départements différents où je travaille, ils ont vraiment tout accepté de me remplacer. Je pense qu'ils voyaient ça peut-être un peu comme eux autres qui étaient quand même impressionnés par le geste, on dirait. Là. Puis ils voyaient ça peut-être comme une façon d'aider dans le conflit, au moins de me remplacer pour que je puisse y aller. C'était leur façon d'aider. Au moins, je pense qu'il y en a qui l'ont vu comme ça. As-tu été surpris par la réaction des médias? Là? Ça a quand même... Ouais, moi, quand je suis parti, l'autre affaire aussi, c'est que au début, on était dans la première semaine du conflit, puis là, je me disais, on dirait qu'il n'y a pas d'aide humanitaire qui se discute dans les médias. On dirait que moi, je connaissais pas de médecins ou même de travailleurs de la santé qui étaient manifestés pour y aller. Là, je me disais, il me semble, faudrait qu'on en parle, là, qu'on peut y aller, au moins que les ONG y aillent. Fait que moi, je me suis dit, en y allant, c'était quasiment aussi important pour moi d'y aller pour soigner des gens que pour que ça fasse jaser un petit peu, là, pour que ça puisse sensibiliser du monde à ça. De l'aide un peu citoyenne, là, dans le fond, que les gens peuvent juste y aller, un peu comme les soldats aussi. Les gens tellement préoccupés par ça qu'ils décident de juste acheter leur billet d'avion puis y aller par leurs propres moyens. Ils attendent pas que le temps, mettons, soit impliqué ou des choses comme ça. Ils vont par eux-mêmes. Mais moi, c'est un peu ça. J'attendais pas que quelqu'un m'envoie là-bas ou que la Croix-Rouge soit là et qu'il ait besoin de médecins. Je me suis dit, je vais y aller par moi-même. Ça va faire jaser. C'est que mon plan, c'était d'y aller. Quand je saurais un peu plus ce que j'allais faire, j'allais contacter, j'avais quelques contacts dans les médias. Là, j'allais essayer d'avoir, par ces contacts-là, peut-être de donner des entrevues pour sensibiliser. Je me suis dit, peut-être ça va intéresser les médias. Puis finalement, dans le fond, avant même que je parte sur les forums où est-ce que j'étais, il y avait un journaliste Reuters, l'agence de presse internationale. Oui.
le journaliste était sur le forum, puis il allait faire un article sur 12 personnes qui étaient en train de se préparer là, pour partir. 11 militaires, puis il y avait des gens d'Angleterre, il y avait des gens des États-Unis, Canada. Il y avait moi aussi, il y avait une personne médicale qui était moi. Fait que là, dans le fond, j'ai donné une entrevue textuellement avec le reporter, puis il m'a demandé s'il pouvait publier mon nom et mon hôpital. OK. J'ai dit que c'était correct. Fait que dans le fond, il a publié ça, puis là, ça a passé quand même en retard. C'est surtout au début du conflit, même maintenant, là, les nouvelles, on les suit là, jour après jour. Toutes les nouvelles de l'Ukraine, c'était très, très suivi. Fait que là, dans le fond, le lendemain matin, les gens au Québec, les journalistes ont passé ça, dans le fond. OK, c'est comme Fait ça, que finalement. là, ils m'ont Ça a comme contacté. passé par l'international avant Par l'international, oui. Parce que quelqu'un qui regardait ces forums-là, puis qui a juste contacté les gens un peu comme ça, il s'essayait avec les gens qui étaient actifs, qui jasaient sur le forum. Puis moi, j'avais pris ma décision cette journée-là que j'achetais mon billet d'avion. Fait que dans le fond, quand il m'a contacté, j'avais pris ma décision. Fait que c'était plus vite que ce que j'aurais fait normalement. J'aurais attendu d'avoir un plan pour savoir un peu plus quoi dire aux médias, mais finalement, je m'étais dit d'avance que si je pouvais accorder des entrevues, je voulais le faire pour sensibiliser. Je me suis dit, OK, let's go. Fait que j'ai donné vraiment, il y a eu comme une tempête médiatique, mais positive, là. J'ai donné comme, je sais pas si c'est entrevue la première journée, là, j'étais vraiment partout, là, c'était vraiment surprenant pour moi, mais en même temps, j'avais un peu souhaité que ça fasse ça c'était l'objectif, c'est ça, pour sensibiliser. Fait que je me suis dit, fait que là, j'ai donné des entrevues, là, à la presse, Journal de Montréal, Radio-Canada, 98.5, toute la première journée. C'était vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris par l'effet, finalement, de mon geste, là. Je pensais que ça ferait jaser, mais je pensais pas à ce point-là. OK. Puis là, tu pars, là. La destination à ce moment-là, c'est Varsovie, c'est... Ouais, dans le fond, il y avait deux aéroports où est-ce qu'on peut atterrir. Moi, c'était Cracovie, j'avais choisi comme un peu au hasard, là. Je regardais les gens ce qu'ils disaient, mais les deux se faisaient. Puis ma première destination que j'avais choisie à partir du Québec, c'était la seule affaire que j'avais vue, c'était qu'il y avait un point d'organisation de l'aide humanitaire qui ouvrait à Lublin. Okay. Fait que dans le fond, c'était comme juste un article d'un Polonais là, qui disait qu'il ouvrait ça. Fait que je me suis dit, Lublin, c'est une ville qui est entre, mettons, les villes principales, mettons, Cracovie, Varsovie, puis la frontière. Fait que c'est comme la plus grosse ville proche de la frontière. Ça fait la grosseur de Sherbrooke. OK. Puis, fait que je me suis dit, je vais commencer par là. Dans le fond, c'est sur mon chemin pour aller à la frontière, puis ça va que l'aide humanitaire s'organise là-bas. Fait que je vais commencer par là, puis après ça, je verrai, je me dis, il va y avoir d'autres volontaires, ou il va y avoir des organismes, des choses comme ça, puis on va pouvoir avoir de l'information sur où on peut aller aider à la frontière, de quelle façon, est-ce qu'on peut traverser la frontière avec le ministère de la Santé ukrainien, tout ça. Fait que je suis parti là-bas. De Cracovie à Lublin en autobus. Avais-tu, avant de prendre cette décision-là, avais-tu aucune expérience en médecine humanitaire? Avais-tu des amis, des contacts ou j'avais un peu de contact. Le seul voyage plus par moi-même humanitaire j'avais fait, c'était quand j'étais étudiant en médecine. J'étais parti avec qui était dans ma classe en médecine. On était allé donner des cours d'anglais en Équateur. OK. On habitait dans une famille là-bas. Puis elle, on était quand même resté un peu plus proche après ce voyage-là. Puis elle a fait Médecins sans frontières. Cette fille-là est encore sur le staff de Médecins sans frontières, médecin de famille. Fait que elle, c'était mon seul contact. En fait, mon voyage avec elle, c'était mon seul voyage d'aide humanitaire, mais c'était même pas médical. Puis elle, j'ai contacté pour savoir si elle avait ça peut m'aider avec Médecins sans frontières, des choses comme ça. Finalement, elle m'avait aidé quand même à un contact qui était un organisme néo-zélandais. Le fondateur, c'est un ancien Médecins sans frontières. Puis j'étais en contact avec eux autres, puis j'ai pu me mettre en lien avec des médecins québécois qui voulaient partir. Mais finalement, à ce moment-là, lui, l'aide qu'il allait apporter, c'était à l'intérieur de l'Ukraine. OK. Puis c'est ça, entre le moment que j'ai pris ma décision, puis j'étais dans l'avion, puis le moment où je suis arrivé à la frontière, j'avais quand même changé ma décision par rapport à rentrer en Ukraine parce que au début, je me disais je m'en vais quand même pas me battre. Le risque, oui, c'est sûr que tu rentres en Ukraine, il y a un risque là, d'un accident ou quelque chose comme ça. Mais
plus les jours passaient, puis plus j'approchais de la frontière, plus il y avait des nouvelles qui sortaient de bombardements sur des hôpitaux, corridors humanitaires qui n'étaient pas respectés. Mhm. Tu voyais que c'était pas juste, mettons, des accidents ou des dommages collatéraux, c'était vraiment des bombardements Ciblé. délibérés, intentionnels sur les hôpitaux. Tu voyais que ça faisait partie de la tactique des Russes là, de Poutine là, de cibler vraiment les centres maternité, les hôpitaux en général, les civils. C'est vraiment comme une tactique de terreur comme ça là. Fait que là, puis il y avait j'étais en 2 vols à Charles de Gaulle, j'étais en train de faire ma correspondance, je regarde un peu les nouvelles, puis là je voyais qu'il était en train d'attaquer une centrale nucléaire. Là. Finalement, ça n'a pas donné des gros dommages en tout cas à date, là, mais à ce moment-là, je voyais ça, j'étais comme là, je vais pas rentrer là. J'avais estimé un certain risque à rentrer là, c'est sûr, mais là, si j'étais pour être ciblé dans des attaques de bombardement d'hôpitaux, là, c'était pas pareil. Là. Ça dépassait un peu Ouais. Avec des enfants, puis ma conjointe, tout ça, je me suis dit là, faut quand même pas que je prenne des risques inutilement ou mettre en danger de façon stupide. Là, puis on a pris là-dedans, pas pouvoir aider, mais être une personne à extraire de là. Fait que là, je me suis dit, ça c'était mon plan B en y allant. Si jamais je peux pas rentrer ou si c'est mieux que je rentre pas en Ukraine, ben je vais aller voir la crise humanitaire des réfugiés à frontière si je peux aider. Parce que moi, je voulais pas nécessairement aider en zone de guerre, je voulais juste aller proposer mon aide de la façon la plus utile possible. Là. C'est ça. Finalement, c'est ça que j'ai fait. Puis, parce que la raison pour laquelle je te demandais si tu avais une expérience, parce que je me suis déjà fait dire parfois que se projeter comme ça dans un conflit comme médecin, parfois on peut nuire un peu à l'effort humanitaire parce qu'on peut désorganiser une structure qui est en place. Mais là, je comprends que tu arrives là puis il n'y a pas beaucoup de structure, fait qu'un peu... c'est ça. Tout est à faire, dans le fond. Mon but, c'est vraiment pas d'aller me mettre là, puis où j'ai pas d'affaires, des choses comme ça. Mm-hmm. C'est juste que il y avait tellement pas d'informations avant de partir que si j'avais fait comme tout le monde, j'avais attendu 2 semaines, je serais arrivé, puis j'aurais un peu manqué le bateau dans le sens premièrement, il y aurait eu des manques qui auraient été des besoins qui auraient été moins comblés. C'est sûr que j'ai réussi à combler. C'était en y allant rapidement que j'ai réussi à être là au bon moment, je trouvais. Puis j'avais attendu, là, il y a eu de l'aide après ça. Beaucoup plus de gens qui sont arrivés là, vers la fin de mon séjour là-bas. Là, l'aide a commencé à arriver vraiment beaucoup, quasiment plus que les besoins étaient. Mais au début, il y avait un gros manque. Il y avait presque personne. Ça s'organisait spontanément à la frontière. En tout cas, là, c'était vraiment les gens qui s'étaient présentés comme moi là-bas, offrir leur aide. Il y avait des infirmières polonaises, paramédics polonais. Les médecins, c'était plus à l'international. On n'a pas eu de polonais. Là. Il y avait une ancienne chirurgienne de la marine américaine qui était rendue chirurgienne générale. Elle était spécialisée en plan d'endocrine. OK. Elle était là une journée avant moi, est arrivée. Puis c'est elle qui m'a accueilli, dans le fond, comme médecin. Puis on était les Et là, vous êtes où, là, physiquement? Là, on était rendu à la frontière, la ville frontalière qui s'appelle Rebeny. À la frontière, là. À la frontière ukrainienne. Ça, c'est quand je suis parti de Lublin, puis je me suis rendu vraiment à la frontière. Puis ça, c'est comme, j'ai pas pu parler à personne à la frontière, on n'avait pas d'informations, je suis juste allé voir, j'avais loué une auto. Puis je suis allé voir avec d'autres volontaires qui étaient des volontaires non médicaux, là, mais que j'avais rencontrés à Lublin. Puis là, en arrivant, j'ai dit, je suis médecin canadien, avez-vous besoin d'aide? Puis là, ils ont dit, ils m'ont amené à centre médical. Puis là, la chirurgienne était là. Puis c'est un centre médical improvisé, là. Ouais, centre médical. C'est un paramédic polonais qui l'avait surtout parti. Lui, il est arrivé comme, il était proche, là. Il était à 800 km de là. Il y avait un autobus de charité avec les sœurs, là, dans le fond, des bénévoles. Lui, il a pris le lift avec les sœurs. Il disait que les sœurs conduisaient vraiment, vite, on était en malade. Okay. Puis, c'est ça qu'il disait. Puis là, lui, dans le fond, il est arrivé là, il a pris des dons, il a peut-être amené du matériel, mais il a pris des dons de matériel, des équipements médicaux, des médicaments, des pharmacies autour, des cliniques, des choses comme ça. Avez-vous une installation physique? Y a-tu des tentes? Il y a des tentes? Vous êtes dans c'est ça, la tente, en fait, c'est le maire de la ville voisine. Il y avait une tente comme ça qui ne servait pas. Il a emprunté la tente du maire de la ville voisine. Okay. Fait que c'était vraiment comme spontané. Là, le gars qui est arrivé, puis il y a du monde qui se sont joints à lui, là, des infirmières, des
médecin, ben moi après ça. Et là, on recevait des dons d'équipements, on recevait des dons de médicaments, c'était des boîtes avec des choses un peu mélangées que le monde envoyait. Puis il y avait un camion qui faisait passer ça en Ukraine après ça, mais il s'arrêtait tout le temps à notre camp médical. Donc, on faisait le tour des boîtes, on prenait ce qu'on avait besoin, ce qu'on voulait garder, puis le reste, on envoyait ça en Ukraine, parce que les autres auraient plus besoin que nous, qu'on avait en trop. On envoyait tout ça en Ukraine après ça. Fait que c'était vraiment avec des dons, mais vraiment, on avait quand même, c'était une tente, c'était un chauffage avec un propane, mais on avait un lit pour les patients, on avait un deuxième sorte de civière, pas une civière, mais comme un lit, mais plus en plastique, là. On avait tout pour faire des pansements, on avait des IV, on avait des voies intraveineuses stériles, Okay. on avait des médicaments intraveineux qu'on avait sélectionnés, qu'on avait gardés. On avait beaucoup de médicaments, over the counter, là, ou en vente libre, là. Mais on avait aussi des médicaments sur ordonnance qui étaient donnés. C'était un peu, je sais pas si ça provenait d'où. Il y en avait beaucoup qui étaient expirés du mois précédent. Que moi je trouvais que c'était mieux que rien, là. Mettons, on avait, je sais pas, des bêta-bloquants ou des médicaments pour l'hypertension, des anticonvulsivants. Je me disais, bon, si on a il était souvent, la plupart du temps, il était expiré ou il était sur le bord d'expirer, ou il était expiré d'un mois. Mais bon, avec ça, c'était mieux que rien. Fait qu'on avait ça. Fait que finalement, c'est la tente, c'est une tente rudimentaire, mais quand tu regardais ça, on était capable de faire des soins assez complets. On avait un défibrillateur, on avait un kit pour un airway, on avait un kit même pour une cricot. Je trouvais ça quand même. Mais je sais pas si je l'aurais essayé, mais on avait un kit pour intuber quand même, là, de laryngoscope avec les tubes, même des tubes pédiatriques. Fait que, tu sais, on était vraiment, on a fini par être bien équipés, je trouvais, pour quelque chose de spontané comme ça. Alors, les gens qui se présentent à vous, c'est des gens qui arrivent. Là, vous êtes à quelle distance de la frontière? Là? Quelques kilomètres ou... On est quelques mètres. On était à, je sais pas, je te dis à moins de 100 mètres de la frontière. Là, on voyait le poste frontalier juste à côté. On là, les gens qui arrivent, c'est les réfugiés qui traversent la frontière, qui ont besoin de soins médicaux, qui arrivent à vous, là. Ben, en fait, c'est un camp pour les réfugiés en général. Fait que là, mettons, des réfugiés qui traversent. Ceux qui avaient besoin d'arrêter au camp, c'était beaucoup les moins bien nantis, là, les gens qui n'étaient pas avec leur propre voiture. Ils étaient en transport en commun, ils avaient été, mettons, amenés jusqu'à la frontière, puis après ça, ils débarquaient. Il y en a beaucoup qui traversaient à pied aussi. Mettons, il y avait pas de transport en commun jusqu'à la frontière, puis après ça s'arrêtait là. Fait qu'ils étaient rendus à pied, puis ils attendaient, mettons, l'autobus ou un autre transport pour traverser après ça plus loin, pour aller, eux autres, la plupart s'en allaient en Europe, en Allemagne, la France, l'Italie, le Portugal. Ils voulaient continuer vers l'ouest. Fait que là, eux autres, c'était juste un point pour manger, s'échauffer. Eux autres qui arrivaient, mettons, à pied, sans plein des fois, ou des choses comme ça. Puis il y avait l'attente médicale. Des fois, il y en a que ça faisait 2-3 jours qui étaient en chemin, qui n'avaient pas pu consulter, mais qu'il y aurait eu besoin de consulter bien avant. Ils étaient déshydratés souvent. Ils n'avaient pas mangé, pas bu dans l'autobus. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas pu aller le redoubler leurs médicaments. Fait que ils venaient à attendre là, pour toutes sortes de choses. Là, des fois, des petites choses, mettons, vraiment de la première ligne. Là. Puis c'est pour ça que les paramédics, les infirmières pouvaient faire en fait la plupart voir la plupart des patients par eux-mêmes, mais on avait quand même des médicaments aussi prescription que j'avais été sélectionné là, au fil des boîtes, puis c'était plus moi qui gérais. Fait que moi, je m'occupais des situations plus médicales, plus urgentes ou plus inquiétantes. Puis les gens qui avaient besoin de médicaments pour continuer le traitement de leur maladie chronique. Des fois, on n'avait pas nécessairement celui qui prenait, mais on a essayé de substituer quelque chose pour la même chose, mettons un autre IACA pour leur IACA qui prenait ou des choses comme ça. OK. On prend une courte pause et on revient avec Dr Julien Auger, qui est médecin de famille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com.
ton.com. L'univers du podcast t'attend. Julien, tu parlais du type de patient que tu avais vu, là. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y a une expérience peut-être qui t'a marqué plus qu'une autre, là, que tu pourrais partager avec nous? Ouais, en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué, mais c'est arrivé avant que j'arrive. Là, la veille que je suis arrivé, il y avait pas de médecin à ce moment-là avec eux autres. Ils ont eu un monsieur de 50 ans qui était épileptique, qui avait pas ses médicaments. Il a fait une crise d'épilepsie au camp de réfugiés dans le parking. OK. Puis dans le fond, ça a dégénéré en arrêt respiratoire. Là, ils ont essayé de l'intuber, ils n'ont pas réussi. Je sais pas avec quel matériel il y avait à ce moment-là, mais il me disait le paramédic, ça tout le temps essayait d'intuber, puis ça allait juste en œsophagien. OK. Puis là, finalement, ça a dégénéré en arrêt cardiaque. Puis, le patient est décédé la veille que je suis arrivé. Fait que moi, j'arrivais un peu j'ai su le lendemain que je suis arrivé. Mais fait que ça me mettait un peu les enjeux, jusqu'où ça pouvait aller, là, dans le fond. Tu sais, d'habitude, nous autres, on a tout le temps accès à nos médicaments. Mais la fois que t'arrêtes ton